C'est le moment, voilà, de poser toutes vos questions. Faut vraiment pas hésiter. Voilà, des questions donc, à nos alumni, donc à Solène et Corentin. Des questions aussi concernant l'école, les formations. On a une équipe qui est là aussi pour vous répondre, donc qui pourra vous répondre dans le fil de conversation. Après, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi mettre votre caméra, activer votre micro et nous poser vos questions. C'est comme vous préférez. Donc voilà. Alors peut-être en petite intro, avant de donner la parole à nos alumni, un petit point très court sur vraiment nos chiffres clés, sur les débouchés en fait de façon un petit peu globale après l'ESP. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on compte 10 000 anciens étudiants donc à l'ESP. Donc c'est un réseau alumni qui est vraiment très important. C'est un réseau qui est hyper important pour nos étudiants, enfin pour nos étudiants, pour nos anciens étudiants. Un petit point aussi sur nos chiffres clés. On vient de clôturer nos enquêtes d'insertion donc sur notre promotion 2022. On vient de clôturer cette enquête. C'est une enquête qui a été menée donc à 1 an après la sortie. On est très fiers de ces chiffres et on va vous en donner quelques-uns en exclusivité ce soir. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes ces informations sur notre site. C'est des chiffres qu'on va publier très prochainement. Donc, il faut savoir en fait qu'1 an après la sortie de l'ESP, nous avons 90% d'anciens étudiants qui sont en emploi. Donc, ça peut être salarié, ça peut aussi être des freelances. D'ailleurs, parmi les salariés, on a 73% d'étudiants qui sont en CDI. Voilà, un petit point aussi concernant les salaires. La majorité de nos étudiants commencent avec une première expérience et un salaire qui est compris entre 30 et 35 000 euros annuels bruts. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ces chiffres. Hein, ça vous permet de vous projeter un petit peu plus. Un petit point aussi concernant, on va dire, les niveaux de responsabilité de nos alumni. Sur cette promotion sortante, sur cette première expérience, on a un tiers de nos étudiants qui, dès leur première expérience, ont une dimension managériale dans leur poste, dans leur fonction. Donc, ça montre aussi un petit peu le niveau de responsabilité qu'on peut leur confier. Et dernier point aussi sur nos alumni qui sont en création d'entreprise ou qui sont freelance. Aujourd'hui, en fait, 1 an après leur sortie, on a 16% de nos alumni qui sont en création d'entreprise ou qui sont même déjà, qui ont leur activité déjà établie. Donc, toujours intéressant. Globalement, on a des profils qui sont vraiment très variés. On va aussi bien retrouver des alumni qui sont côté annonceurs. Alors, une petite parenthèse pour un petit peu décrypter, parce que voilà, on sait que vous ne connaissez pas tous les différences entre agence et annonceur. Donc, l'annonceur, en fait, c'est la marque qui a un besoin en communication. Donc, par exemple, Apple, Orange ou SNCF. Et l'agence de communication, donc c'est vraiment le prestataire qui va accompagner l'annonceur dans la mise en place de sa campagne de communication. Voilà, on est aussi là ce soir pour un petit peu vous expliquer ce qui se cache derrière les expressions aussi parfois un peu techniques. Donc n'hésitez pas aussi à nous poser des questions là-dessus s'il y a des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas. Donc voilà, côté agence, on a des alumni qui sont dans de grosses agences comme Corentin par exemple chez Publicis, on a par exemple Havas, mais on a aussi des alumni qui sont dans des agences un petit peu plus indépendantes. Et enfin, côté média, donc média, ça peut être une chaîne, une radio, une édition presse, bien évidemment aussi un média en ligne, et par exemple Solène qui est dans le groupe L'équipe. Donc voilà. Un petit mot aussi sur les métiers qui sont exercés par nos alumni. On va passer très rapidement en fait sur les métiers principaux. Donc, par exemple, on a des profils qui sont plutôt orientés sur de la stratégie de com, du marketing. Donc, par exemple, on a des chargés de communication, on a des brand content managers, on a aussi des profils qui sont un petit peu plus orientés sur le digital.
Donc, ça peut être des chargés de com digital, ça peut être aussi des social media managers ou des métiers un petit peu plus techniques comme des consultants SEO, des consultants SEA. On a aussi beaucoup d'étudiants qui sont plutôt côté relations publiques et dans l'événementiel. On a des attachés de presse, voilà, des chefs de projet événementiels. Plutôt médias aussi, chef de pub, média planner. Si vous avez des questions sur ces métiers, voilà, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. Et enfin, on va dire des profils un petit peu plus créatifs sur de la direction artistique. On a des graphistes, des motion designers. Donc vraiment, on couvre des profils très, très, très variés. Donc maintenant, on va plutôt se concentrer, je reviens à vous, on va plutôt se concentrer sur le parcours de nos alumni. Donc Solène, Corentin, je vais un petit peu vous laisser nous présenter les grandes étapes de votre parcours. On va peut-être commencer par Solène, donc tu fais partie de la promotion 2008. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours vraiment dans les grandes lignes jusqu'à ton poste actuel, sans rentrer voilà, dans les détails de ton poste aujourd'hui, mais un petit peu ton parcours jusqu'à ton poste? Eh bien, du coup, juste un petit mot d'introduction. Je suis vraiment très contente d'être là et c'est toujours un plaisir de partager l'expérience et surtout, encore une fois, moi, je garde un très bon souvenir de l'ESP, mais on en reparlera plus tard. Du coup, moi, j'ai intégré l'ESP en troisième année, en bachelor. Avant, j'ai fait un DUT Infocom, information communication, et j'ai voulu intégrer l'ESP, donc bachelor jusqu'en master. Ensuite, j'ai fait des stages dans les médias, parce que moi, j'avais vraiment une passion pour les médias, et notamment chez Paris Première, RTL. Et ensuite, il fallait commencer à travailler, etc. Et dans ces métiers-là, malheureusement, les postes étaient un peu bouchés. Et du coup, grâce à l'ESP qui m'a permis de voir plusieurs métiers, j'ai pu un peu changer de cap et d'aller dans l'événementiel. Et puis ensuite, après, encore une fois, c'était très sympa l'événementiel, mais je voulais faire autre chose. Et une expérience m'a amené à être attachée de presse pour un concert de Raphaël. Et j'ai adoré ce métier-là. Et du coup, après, j'ai enchaîné avec attaché de presse dans des bureaux de presse. Donc, avant, moi, j'étais en agence où je m'occupais beaucoup de marques de beauté. Et j'en avais après marre d'être attachée de presse dans la beauté. Et vu que j'adore le sport, j'ai intégré un bureau de presse dans le sport pendant un an. Et les médias m'intéressaient toujours et j'avais toujours en tête de rester, enfin de repartir dans les médias, pardon. Et du coup, j'ai intégré RMC pendant 4 ans au poste de responsable des relations presse. Et au bout de 4 ans, il y a eu une opportunité à l'équipe et rien de mieux d'être à l'équipe pour les Jeux Olympiques. C'était évidemment mon dream job. Et voilà, et c'était grâce à un peu à mon stage que j'avais fait chez RTL et grâce du coup à l'ESP, eh bien, j'ai construit mon carnet d'adresse et le nouveau DIRCOM de l'équipe était avant chez RTL. Du coup, c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui et j'ai passé un entretien et j'ai été prise. Et maintenant, voilà, ça fait depuis 3 ans et demi que je suis à l'équipe en tant que responsable des relations presse. Et depuis un an, j'ai une double casquette et je suis responsable de la com interne, qui était un métier que j'avais évidemment appris à l'ESP, mais j'ai jamais eu d'expérience et c'est vraiment sur le terrain d'opportunités que j'ai eu cette nouvelle casquette-là. Comme quoi, il faut Voilà. vraiment pas négliger le réseau. C'est aussi comme ça, en fait, qu'on a des opportunités à travers le réseau et même pendant des stages qu'on a pu faire un petit peu plus tôt, faut vraiment s'appuyer sur ce réseau. Ben, super parcours, Exactement. Fred. Merci beaucoup. Corentin, je te laisse peut-être nous parler de ton parcours aussi. Donc, tu es sorti en 2021. Exactement, donc je suis sorti en 2021, je suis rentré 3 ans avant. J'avais pas fait un mais deux DUT parce que quand on est indécis, on l'est jusqu'au bout. J'avais fait un premier DUT en gestion d'entreprise et administration, je voulais faire des ressources humaines, quelle idée saugrenue. Non, et puis j'ai compris qu'en fait les ressources humaines c'était un secteur, en tout cas au moment où je le faisais, qui était très bouché, il fallait faire que du recrutement ou des licenciements, c'était pas très marrant. Et du coup après j'ai voulu être committee manager, donc j'ai intégré un DUT MMI.
Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que le DUT, c'était peut-être pas le format qui me convenait, le côté public, etc. C'était pas très professionnalisant. Donc, j'ai cherché une école qui était professionnalisante pour le coup. Bon, école de commerce, école de pub, etc. École de pub, ça semblait plus technique. Il n'y avait pas de la finance, il y avait moins de finance, de gestion, de mathématiques financières, de trucs qui m'intéressaient pas trop. Et du coup, j'ai regardé les classements, j'ai fait quelques portes ouvertes, et puis l'ESP, j'étais à Lyon à l'époque. L'ESP m'a pas mal plu, pour le côté humain surtout. J'y suis allé, puis je me suis pas trompé, parce que le côté humain, pour le coup, je l'ai eu dès la première année en bachelor, donc un bachelor cycle intensif. Je suis monté à Paris pour... Excuse-moi, je fais juste une toute petite parenthèse sur le cycle intensif. Ouais. Donc, le cycle intensif, c'est une année qu'on peut rejoindre quand on n'a pas fait de communication avant. Voilà, quand on ne vient pas d'un DUT com, on peut rejoindre l'ESP en troisième année avec un cycle intensif qui nous permet, voilà, en un an, comme son nom l'indique, en fait, d'avoir vraiment un maximum, cette formation intensive autour des métiers de la com. Je te redonne la parole. Et il est intensif, il est très intensif parce que vraiment, et ça sort, enfin, pas pour me vanter pour le coup, clairement, mais je trouve que ça fait sortir des très beaux profils parce que faut rattraper en 6 mois, plus 6 mois de stage que les autres ont fait en 3 ans. Donc c'est un peu costaud sur le rythme, mais c'est hyper épanouissant parce que c'est une plongée assez intensive dans le monde de la com, avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage et ça sort des profils très bosseurs et qui sont un peu endurcis. Un peu je ne vais pas comparer ça à une prépa, mais c'est très cool, ça sort des profils un peu dans ce genre-là. Et puis par la suite, je suis monté à Paris parce que les opportunités, à l'époque, le SP Lyon était encore un peu jeune et puis la com n'était pas aussi décentralisée qu'elle l'est maintenant depuis le post-Covid. Donc je suis monté à Paris pour les opportunités. J'ai eu la chance de faire mon alternance dans le groupe TF1 qui venait de racheter une régie qui s'appelait New Web pour créer un groupe qui s'appelait Unify. Il y avait au féminin, il y avait des boîtes de tech, il y avait Marmiton, Doctissimo. Donc tout ça, ça vient d'être vendu, donc ça n'existe plus. Mais du coup, j'ai eu la chance de bosser dans des super belles marques médias en tant que chef de projet opération spéciale. Un acronyme un peu bizarre, mais en gros, c'est tous les trucs pas normaux qu'on fait dans ces boîtes-là. Et par mon réseau, notamment des gens que j'avais rencontrés à l'ESP, en Master 2, j'ai pu rejoindre une agence de communication qui faisait des sites web, qui s'appelait La Haute Société, qui pareil faisait partie d'un grand groupe média indépendant qui s'appelle Mediakiz. Et puis par la suite, j'ai été diplômé, donc jusqu'à là, tout s'est bien passé en stratégie digitale, parce que le digital, c'est un truc qui me colle à la peau, j'ai pas trop réussi à m'en démordre. Et je suis rentré un peu par hasard, parce que le nom faisait un peu briller sur le CV, même si c'est des agences qui n'avaient pas beaucoup très bonne réputation à l'époque, c'était des agences médias. J'ai eu une proposition d'une grosse agence, et en fait, j'ai découvert que c'était pas l'horreur que je pensais, je me suis vraiment amusé. C'est une agence qui s'appelait Media Brands. Et donc là, j'ai travaillé pour des clients comme Schneider Electric, American Express, Honda, etc. Donc, des grands clients internationaux. Et puis, il y a quasi un an, à quelques jours près, j'ai intégré le groupe Publicis Media. J'ai changé pour évoluer un petit peu et voir de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, j'ai un seul client, qui est le groupe L'Oréal. Donc, finalement, Solène, les marques de beauté, on s'y retrouve. En France, on en a beaucoup, donc on les retrouve souvent. Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup en étant performance manager et digital lead. Donc, c'est un titre un peu compliqué, je pense qu'on en reparlera plus tard. Chez Publicis Media, voilà. Super. Justement, on va en reparler plus en détail. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu disais, où tu voulais pas forcément, savais pas si l'agence allait te plaire. Et finalement, c'est aussi les opportunités qui te font découvrir des boîtes. Et en fait, tu t'y plais, tu découvres des secteurs finalement assez surprenants. Enfin, faut aussi parfois savoir saisir les opportunités. Et comme pour Solène, le feeling avec les recruteurs, moi, c'est ça qui m'a fait sauter le pas vers un monde dans lequel je ne voyais pas aller. Je pense que c'est hyper important le réseau et les feelings avec les gens que vous développez avec le temps de le garder. Surtout qu'on se fait une idée des métiers qu'on veut avoir, faire et tout ça, et au fur et à mesure de l'école, des expériences, des gens qu'on rencontre, parce qu'un métier juste décrit comme ça sur une feuille blanche et un métier dans la réalité ou autre, en fait, c'est différent et c'est pas ça. Et tout comme moi, j'ai voulu arriver à l'ESP pour faire chef de pub. Et au final, je me retrouve responsable de relations presse, alors qu'à la base, les RP,
c'était pas trop ma spécialité ou sous le métier de mes rêves. Et aujourd'hui, en fait, je m'éclate comme je sais pas quoi. Alors voilà, donc quand je suis arrivée à l'ESP, c'était pour moi chef de pub parce que j'avais vu une pub Dior que j'adorais. Et au final, voilà, en faisant des expériences, l'école et tout, ben, voilà, j'ai changé d'avis. Ouais, on va y revenir justement un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est intéressant. On va, maintenant qu'on se rend un petit peu mieux compte vraiment de vos parcours, on va faire un petit focus sur vraiment vos postes actuels. Donc Solène, je rappelle, donc tu es responsable des relations médias et de la com interne de l'équipe. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en quoi cela consiste? Du coup, pour ma casquette responsable des relations médias, en gros, pour faire très simple, moi, je suis à peu près le porte-parole de la marque L'équipe. Donc, la marque L'équipe, c'est le journal, la chaîne, le site et l'application, les magazines, le magazine L'équipe, France Football, Vélo Magazine et les événements tels que, je pense que vous connaissez tous, le Ballon d'Or et la cérémonie du Ballon d'Or et la cérémonie de Vélo d'Or. Et du coup, moi, mon but, c'est vraiment de promouvoir la marque, les contenus que vous trouvez dans le journal, sur le site, sur l'application ou autre, à l'extérieur, dans les autres médias. Et du coup, moi, mon but, c'est vraiment qu'on parle de l'équipe ailleurs que chez nous. Par exemple, quand vous lisez le Figaro dans la page télé, par exemple, ce soir, il y a un film sur l'équipe ou un documentaire qu'on diffuse sur la chaîne L'équipe. Et ben, le but, c'est qu'il y a un article de ce documentaire-là dans les pages télé du Figaro. Après, par exemple, quand là, on va avoir un nouveau patron qui va arriver, un nouveau DG le 1er juin à l'équipe, et ben, le but, c'est qu'il fasse une belle interview de sa stratégie, de sa vision de l'équipe, par exemple, dans les échos. Donc, moi, c'est vrai que je fais un peu porte-parole, c'est comme le gouvernement, hein, comme Attal, et ben moi, voilà, mon but, c'est je fais du lobbying auprès des journalistes. Je suis tout le temps en contact avec des journalistes. Après, je gère aussi l'image de marque des personnalités, des journalistes. Par exemple, là, il y a, euh, il y a Nice Matin qui veut faire un portrait de Olivier Ménard, qui est vraiment le présentateur phare de l'équipe du soir chez nous. Eh bien, voilà, il m'a demandé si c'est possible ou pas. Et moi, je donne des éléments de langage à Olivier, les messages clés à faire passer dans la presse. Voilà. Donc, je gère vraiment l'image de marque, l'image de l'équipe à l'extérieur, en dehors de nos locaux. Voilà, ça c'est la première partie. Et ma deuxième casquette, qui est la com interne, en gros, évidemment, c'est tout ce qui est le bien-être des salariés dans l'entreprise, pour faire très simple. C'est voilà, là, en période de Jeux Olympiques, eh ben, j'organise, je sais pas, jeudi par exemple, je fais une initiation boxe avec les salariés, avec l'ancien champion du monde Brahim Asloum. Il y avait Alain Bernard qui était venu aussi faire des masterclass. C'est après, pour Pâques, j'ai offert à tous les salariés comment dire, un petit chocolat à l'équipe. Après, après, je fais pas que ça non, parce que ça, c'est assez sympa. Mais par exemple, j'organise aussi, je monte des émissions de télé internes où un salarié dans chaque domaine vient expliquer son métier, vient expliquer ses actualités pour que toutes les informations en interne, tout le monde sache ce qui se passe en interne. Et voilà, c'est à peu près les grandes lignes de la com interne. Et c'est aussi organiser la soirée annuelle des salariés. Et ça ici. Que tout le monde attend. Que tout le monde attend, et important. c'est mardi prochain. Et, voilà, et à l'équipe, on est 500 personnes. Et donc, c'est un petit groupe, on est un grand groupe, enfin, voilà, groupe l'équipe, c'est une grosse marque, mais on n'est que 500. Et du coup, voilà, c'est vraiment tout ce qui est bien-être et cette fierté d'appartenir au groupe. Et voilà, c'est vraiment de créer un lien entre tous les salariés parce que tout le monde ne se connaît pas. Et moi, mon but, c'est vraiment de renforcer ce lien-là entre tous les salariés, d'organiser des petits déj, parce je pense que comme chez Corentin, il y a une multiple de métiers, des métiers avec des titres assez barbares.
Et comme le tien, Corentin, hein, je ne sais pas vous Ouais. les autres, mais On moi, va décrypter. Même moi, je l'ai pas son compris. titre, j'arrive pas à son titre. Enfin, je comprends pas, donc j'ai hâte que tu fasses découvrir juste après. Mais voilà, c'est vraiment cette partie-là et voilà, le bien-être des salariés dans l'entreprise. Ok, super. Donc vraiment une double casquette, donc beaucoup de missions, mais en tout cas, on s'en rend bien mieux compte maintenant. Merci beaucoup. Corentin, je vais te passer la parole. Voilà, est-ce que tu peux enfin nous dire ce qui se cache derrière Performance Manager? Et puis, n'hésite pas, voilà, à nous parler de tes missions, d'une journée type. Voilà, je te laisse la parole. Bon, effectivement, c'est un nom un peu barbare. Donc, si Solène, commences à faire la même tête que mon oncle au repas de Noël, je saurais qu'a priori, c'est que je commence à être trop technique. Performance Manager, c'est un métier en vrai, qui est pas très très vieux dans le milieu de la pub. Désigne alors nous en agence média, on a une spécialité. On va voir des gens comme Solène, alors, pas exactement comme Solène, mais comme les gens avec qui travaille Solène, et on leur dit bah écoute, moi dans ton journal, j'aimerais bien mettre une page de pub à tel endroit, on négocie les prix, etc. On fait la même chose avec TF1 à la télé, on fait la même chose avec l'équipe toujours, mais en digital, etc., etc. Et moi, je suis spécialisé sur la partie digitale. Et mon travail au quotidien, c'est de me charger de tous ces achats de ce qu'on appelle d'espace média, donc tous ces achats d'endroits où on va diffuser de la pub. Mais moi, je m'occupe uniquement de ceux qui permettent de faire des ventes directement. C'est-à-dire que quand vous voyez les super belles pubs de luxe qui donnent envie, qui font rêver, mais que personne va acheter parce qu'il y a un moment, voilà. C'est tout le monde, la plupart des gens qui voient la pub de Dior, de Chanel, n'achètent pas Dior et Chanel. C'est de l'image. Moi, je m'occupe de vraiment tout ce qui permet de faire des ventes et de générer du revenu pour les entreprises. Donc, il y a un côté très business pour mes clients, très orienté. Il y a un moment, il faut faire croître l'entreprise, il faut payer les salaires des gens, etc. Il faut que tous les investissements qu'on fasse, ils soient rentables. Moi, c'est mon job, il est vraiment concentré là-dessus. Et à côté, donc ça, c'était mon job à la base. Je suis j'ai c'est un peu décalé avec le temps, mais c'est toujours comme ça. On attaque, on a une fiche de poste qui est bien droite, qui tient sur une petite page. Et puis, je pense, comme tout le monde dans le métier, petit à petit, on passe d'une page à un bouquin. Et donc maintenant, je prends en charge tous les sujets aussi pour deux des divisions de L'Oréal. Donc celles que vous retrouvez chez Bleu Libellule, tout ça, et celles que vous retrouvez en pharmacie, en gros, toutes ces marques-là. La Roche-Posay, CeraVe, Kerastase, L'Oréal Professionnel, tout ça. Et je prends pour toutes ces marques-là, je prends aussi en charge tous les sujets un peu d'innovation qu'on a aussi. Donc, par exemple, vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on implémente l'intelligence artificielle, comment on s'adapte à toutes les régulations légales avec le RGPD, etc. Donc, les nouvelles politiques de données. C'est des trucs un peu barbares, mais qui changent nos métiers profondément. Parce que le digital, comme c'est un secteur qui est en pleine explosion, que ça bouge tout le temps, c'est réglementé aussi tout le temps. Donc, comment on fait pour toujours avoir des choses qui sont à la pointe, surtout quand on a des grands clients? Comment on fait pour toujours être à la pointe, être en avance sur le marché, sur nos concurrents? Comment je fais pour que La Roche-Posay soit toujours en avance par rapport à Aven, que L'Oréal Paris soit toujours en avance par rapport à Nivea, etc., etc. Donc voilà, tout mon travail au quotidien, c'est un petit peu ça. Et puis après, j'ai beaucoup d'études, j'ai beaucoup de sujets sur la mesure. C'est-à-dire, on fait plein de trucs. Après, il y a aussi mesurer si ça marche vraiment. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, j'ai pas accès au cerveau de tous les gens de France pour savoir est-ce que vous nous aimez plus ou moins qu'il y a 2 semaines. Donc, on met en place plein d'outils pour essayer de comprendre les gens qui nous achètent, qu'est-ce qu'ils veulent pas, est-ce qu'ils ont bien aimé notre dernière pub, est-ce qu'elle n'a pas marché du tout, pour qu'après, on ait toujours cette logique de se dire, il faut qu'on fasse des choses de manière efficace et innovante et intéressante, et que ce soit pertinent pour les marques avec lesquelles je travaille, mais pour les gens qui vont voir les pubs, c'est-à-dire vous, moi, et à peu près et le grand public. Voilà, plein de choses. Est-ce que c'est moins barbare? Écoute, c'est moins barbare. Merci. C'est très clair, c'est très clair. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, encore une fois, on est vraiment là pour y répondre et justement pour voir ce qui se cache derrière ces postes. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Corentin. Je vais repasser la parole à Solène. Moi, j'aimerais bien savoir aussi quand même dans vos postes un petit peu on va dire les compétences, les qualités qu'il faut pour exercer voilà, vos métiers.
Est-ce que Ben, Solène peut répondre d'abord? Après, voilà, je sais qu'il y a des choses communes et en même temps, vos métiers sont très différents. Donc, je te laisse la parole. je pense que ce soit Corentin ou moi, je pense que la première qualité, c'est, enfin, c'est peut-être bête, mais en fait, il faut aimer communiquer et il faut pas être timide, il faut être hyper sociable. Euh, c'est peut-être tout bête, mais malheureusement, il y a des gens qui font, comme ils sont un peu timides, ça, mais du coup, dans nos métiers, je pense que il faut être communicant, il faut savoir communiquer, et il faut être très sociable, très ouvert. Et moi, dans mon métier spécifique, il faut évidemment savoir, enfin, aimer écrire, parce qu'on écrit beaucoup, que ce soit des communiqués de presse, que ce soit des discours, etc. Donc, il faut aimer, mais c'est vraiment les relations humaines, euh, parler de son téléphone, rencontrer des gens, parce que ça se fait beaucoup de lobbying, de déjeuner, de petit déjeuner avec des journalistes. Donc, les qualités, c'est il faut aimer les gens. Et c'est très important aussi d'être fidèle aux gens, c'est tout le côté réseau, de réseauter, comme on dit le jargon chez nous, c'est vraiment de réseauter et c'est voilà, d'avoir pas peur d'appeler les gens, de vendre des choses. C'est vraiment les relations humaines qui est hyper importante dans mon métier, quoi. Ouais. Après, c'est Voilà, vrai c'est qu'il y vraiment. a, il y a aussi des métiers, en fait, le secteur de la communication, de la publicité, on a des métiers qui sont tellement variés. Il y a des métiers sur lesquels on est quand même moins sur le devant de la scène aussi. Euh, Exactement. on est toujours évidemment en entreprise, en relation avec des gens, mais voilà, on en a un petit peu pour tous les goûts, on va dire. Même si on a un profil peut-être un petit peu moins extraverti, voilà, il y a aussi d'autres filières peut-être qui nous correspondent un petit peu plus. Tout à Ok, fait. Et c'est super. vrai que, si on veut faire dans les relations Oui, presse, ouais. médias ou même dans la com interne, on est vraiment en lien avec plein de gens. Il faut avoir pas peur d'aller voir les gens, de parler avec eux, de créer une relation, etc. Donc, c'est vrai que c'est très important, enfin, les relations humaines à 100%, en fait. Hmm. Le contact des gens, en fait, c'est Ouais, vraiment, ouais, c'est je ça qui est comprends. hyper important en fait. Parce on représente l'image de marque. Donc en fait, il faut savoir, c'est que quand les gens m'appellent Solène, ils ne m'appellent pas Solène moi, c'est Solène de l'équipe. Et quand je me présente, je dis je suis Solène de l'équipe. Donc en fait, je représente la marque l'équipe. Donc voilà, enfin, savoir bien communiquer, etc., quoi. Hmm, hmm, hmm. Ok, ok, ok. Corentin, je te laisse un petit peu. Alors toi, peut-être il y a un aspect un peu plus technique, on va dire. Je pense que évidemment les relations humaines, mais peut-être aussi un aspect plus technique. Je te laisse nous en Alors, parler. alors, les relations humaines, dans mon ancien métier, peut-être moins qu'aujourd'hui, enfin dans mon ancienne agence, donc il y a de ça à peine plus d'1 an, hein. Mais effectivement, on a des profils différents. Je pense, Solène, toi, tu as peut-être un truc où tu rencontres plus de gens que moi, avec des profils plus variés, etc. Donc il y a une nécessité pour faire ce métier-là d'avoir un peu un contact instinctif avec les gens et ce côté très social, très extraverti. Pour le coup, effectivement, bah, c'est pas le cas de tous les métiers. Et en agence média, c'est un peu moins notre cas aussi. Un petit peu moins. Alors moi, maintenant, je dis ça, mais je suis passé côté commercial, entre gros guillemets. Alors, je vais pas vendre des choses, mais entre guillemets, j'ai des clients qui sont toujours les mêmes, avec qui je maintiens une relation. Donc, c'est pas la même sociabilité qu'on nous demande. C'est des relations de long terme, puisque c'est des gens avec qui on travaille, qui vont rester en poste. Alors, les grands groupes, vous savez, ça tourne très souvent en interne. Donc, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais c'est des gens qu'on va garder pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, comme relation. Donc, en fait, c'est des relations qui se développent dans le temps, d'accompagnement, etc. Donc, c'est pas de la tchatch, etc., hein, évidemment. On vous demande pas, c'est pas ce qu'on me demande au quotidien. Euh, il y a quand même une dimension où il faut savoir s'exprimer aussi. Parce que, bah, mine de rien, il faut faire en sorte que quand on me propose quelque chose moi, j'ai un client, quand faut que mon objectif, c'est de le convaincre que mes idées que je lui propose, c'est les bonnes idées. Et c'est le mieux qu'il peut avoir en fonction de son budget, de ses compétences, etc., etc. Et c'est ça qui va être la meilleure solution pour lui. Donc, faut aussi pouvoir le dire, pouvoir montrer que avoir un peu d'assise
pour dire, bah voilà, ce que je te présente, c'est bien parce que si, ça, ça, ça. Ça, c'est des choses qu'on apprend d'ailleurs beaucoup à l'ESP, parce qu'en l'ESP, on est très entraîné à faire des compétitions, à parler beaucoup, à présenter des idées, à présenter des choses. Et moi, j'ai appris ça à l'ESP. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je me débrouille pas trop mal. Je suis pas le meilleur, mais je me débrouille pas trop mal et je l'ai beaucoup appris à l'ESP. Et après, il y a effectivement des métiers avec lesquels je travaille qui, eux, sont peut-être un peu moins sociables. Ce sont des gens qu'on appelle notamment chez nous, on les appelle les traders. Alors, trader, c'est un petit peu, parce qu'alors aujourd'hui, ça marche plus comme des traders en banque, mais à l'époque, c'était un petit peu ça. C'est des gens qui on donne des budgets et qui doivent acheter les fameux espaces de publicité sur lesquels on va diffuser. Donc c'est pour ça qu'on les appelle traders. Et eux, pour le coup, ils sont en relation avec nous, les commerciaux, un petit peu avec nos clients. En fait, ils sont beaucoup plus autonomes, et notamment tous ceux qui bossent avec les fameux GAFAM, les Google, les Amazon, les Facebook, etc. Souvent, ils sont avec ils sont avec la machine, avec les plateformes sur lesquelles ils achètent. Donc, c'est une sociabilité qui est différente. Et puis un élément, donc ça c'est la partie sociabilité. Puis l'élément qui est très important, c'est l'esprit critique, l'analyse, etc. Alors ça, c'est un truc qui est peut-être un peu particulier des agences médias, qui ont une approche un peu différente. Dans la pub, on a plein de branches qui ont des approches différentes du métier, de la communication. Nous, on a une approche qui est très centrée sur les chiffres, sur l'analyse, sur le fait de, voilà, notre boulot, c'est de gérer des budgets au quotidien. Donc on chiffre, on mesure, on analyse, et on recommence. On chiffre, on mesure, on analyse. Et parce qu'on dépense de l'argent, et que quand on dépense l'argent de quelqu'un, généralement, il a envie de savoir que c'est bien investi. Donc nous, on a ce côté avec les chiffres. On a un peu ce double aspect. On a l'aspect relationnel avec nos clients et un aspect sur les chiffres qui est important. Et c'est des choses qui s'apprennent. On n'est pas des matheux, hein, particulièrement. Moi, j'ai jamais été un très grand matheux, j'ai jamais été un très grand scientifique. On fait des tableurs Excel, hein. On réinvente pas la lune non plus. Mais on a ce côté jongler un peu avec les chiffres, et puis surtout faire parler des chiffres. Ça, je pense que c'est le plus important en agence média et dans beaucoup de métiers de la communication finalement. Même si vous êtes chargé de com chez un annonceur, et même Solène, je pense que quand elle gère son budget en com interne pour faire le bilan de son événement, c'est bien, il y a plein de chiffres. On a toujours plein de chiffres, c'est facile d'avoir des chiffres. Par Même contre, en après, RP, hein. même en Relation RP, presse, oui, parce c'est vrai. qu'on me donne un budget annuel et c'est à moi de dispatcher entre combien coûte une conférence de presse, un dossier de presse, des voyages de presse, etc., quoi. Puis après, en fait, le gros de notre métier, je trouve que ce qui est très important, c'est de faire parler ces chiffres. C'est comment, quand on a une masse de chiffres, un gros tableur, comment on arrive à transformer ça en une jolie présentation qui donne envie et qui a du sens et qui est pas chiante. Parce que vraiment, le côté rendre des chiffres pas chiants, c'est bête à dire, hein, mais c'est pas un métier, c'est pas la partie facile. Et c'est une partie qui s'apprend, qui se travaille, parce que faut rendre des chiffres amusants, c'est une grosse partie de notre boulot aussi. Et ça te permet aussi de valoriser ce que tu as fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, parce que oui, si vous présentez bonjour, j'ai fait ça pendant 2 mois, et qu'en face vous avez un client qui est en train de s'endormir, c'est pas génial. Donc il y a aussi toute une partie où faut rendre ça intéressant, faut rendre ça pertinent. Donc c'est 3 choses, c'est être un peu à l'aise avec les chiffres, savoir les faire parler, et puis savoir nouer des relations de long terme avec les gens pour travailler bien ensemble. Et c'est plus du travail d'équipe que du démarchage, du commerce, un truc un peu plus flexible. C'est des relations de long terme avec des gens en plus que vous allez suivre longtemps souvent. On est dans des milieux où on a tendance à beaucoup se croiser quand même. Un petit milieu. C'est pour ça que c'est très important le réseau dès l'école, parce que vu que c'est un petit réseau, moi je sais que là, on recrute souvent oui et non, mais en tout cas, dans les recrutements, on aime bien piocher. C'est vrai que moi, quand je reçois un CV où il y a une personne qui vient de l'ESP, je prends plus le temps de lire ce CV-là et J'ai recruté un alternant il y a 1 an, c'est de l'ESP. Exactement, il y a 1 mois, excuse-moi. C'est de l'ESP. Voilà, parce que on connaît les codes, on connaît un peu tout ça. Du coup, on sait que la base est là et donc on n'a pas de surprise. Une belle carte de visite. Exactement. Plutôt, ouais. Corentin, tu nous parlais du trader média. Est-ce que tu peux nous parler rapidement d'autres métiers en fait qui gravitent autour du tien, avec qui tu es en relation au quotidien aujourd'hui? Alors, je suis en relation du coup avec beaucoup de gens, et qui se divisent souvent, on va dire, en 3 catégories. Pour faire 3-4 catégories très larges. Il y a les gens qui sont mes clients.
il y a les gens qui sont mes collègues. Un peu basique, hein. Et il y a mes gens qui sont mes prestataires, et ça, c'est les collègues de Solène, donc elle en parlera. Mes clients, aujourd'hui, j'en ai 2 principaux. J'ai déjà ce qu'on appelle les directeurs médias. Alors, ça se rapproche un petit peu d'un boulot de directeur de la communication, mais plus spécialisé sur le milieu des médias. Dans les grands groupes, ils ont des gens qui sont spécialisés dedans. Et leur travail, c'est d'être la personne qui va piloter pour une marque la stratégie d'achat d'espace média pour promouvoir ses produits, ses innovations, gérer les budgets, les plans, etc. Donc, ils font à peu près le même travail que moi, mais du côté de la marque qui veut communiquer. Donc, eux, ils ont peut-être moins l'expertise. Par contre, eux, ils ont la connaissance du consommateur, du produit. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir promouvoir un nouveau sérum, etc., c'est eux qui vont me dire, le nouveau sérum, on veut aller toucher ces personnes-là parce qu'il contient tel actif anti-âge, je sais pas quoi, etc., etc. Ils connaissent bien leurs produits, leurs consommateurs. Et nous, on doit transformer ça en, OK, du coup, on achète quoi pour que la campagne elle soit bien. Et j'ai un deuxième profil de client qui est très lié à mon poste du coup de performance manager. Chez L'Oréal, ils appellent pas ça comme ça, ils appellent ça responsable D2C et CRM. C'est encore barbare. On aime bien mettre des noms barbares en digital et en Tu peux nous médias. expliquer En gros, ils vont gérer toute la relation avec les gens qui sont inscrits sur le site internet pour faire des achats pour faire des achats. C'est très proche de, peut-être que vous connaissez mieux, un travail qui s'appelle Traffic Manager. C'est les gens qui sont derrière les sites internet de e-commerce et qui vont faire en sorte de générer du trafic pour faire des ventes sur ce site-là, pour inscrire des gens à la newsletter, etc., etc. Donc moi, c'est des gens avec qui je travaille beaucoup au quotidien, parce que les endroits où j'ai envie que les gens ils viennent acheter mes produits dans le cadre de mon travail, c'est souvent Amazon, de plus en plus Amazon, on va pas se mentir. Mais c'est aussi ces fameux sites qu'on appelle D2C, donc c'est direct to consommateur. Donc les sites de la marque directement. Donc quand vous allez sur le site de La Roche-Posay, par exemple, qui est un des sites sur lesquels je travaille, vous pouvez acheter directement vos produits dessus. Donc on a ces gens-là. Et puis côté collègues, on a 2 profils. On a les traders, donc effectivement dont j'ai parlé, qui sont les gens qui vont acheter l'espace. Et puis après, on a aussi les gens qui sont spécialisés dans la stratégie. Et ils sont moins nombreux, mais c'est un peu les grosses têtes de l'équipe. Alors eux, ils ont un profil un peu différent. Eux, ils sont très peu en relation directe avec les clients, mais eux, leur travail, c'est quand j'ai des briefs qui sont très compliqués. Donc, quand j'ai des demandes de mes clients qui sont très compliquées parce que ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup de connaissances, beaucoup de recherche, c'est les gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vont être capables d'analyser l'esprit un petit peu des consommateurs, les tendances de la société qui émergent, etc., les nouvelles modes, et qui vont être capables de me dire, écoute, ton client, le meilleur moyen aujourd'hui pour communiquer avec lui, c'est de partir dans cette direction-là. Et c'est des gens qui vont être capables d'indiquer la direction dans laquelle on doit aller. Et ce travail, il existe en média, mais il existe aussi en créa. C'est les mêmes personnes qui vont dire, aujourd'hui, Deliveroo, vous devez communiquer sur la thématique de la proximité. Moi, ils vont me dire, faut communiquer plutôt sur la télé. Bon, on va pas avoir le même rendu, mais on a les mêmes profils. C'est les gens qui font de l'analyse, de la recherche et qui sont capables de tirer des grandes lignes directrices à base de plein de choses. Et c'est des gens qui nous sauvent la vie quand on a des très très gros rendus à gros enjeux. Et c'est un travail qui est passionnant. Et c'est des gens qui sont passionnants souvent, d'ailleurs. Ouais, merci, ça nous permet d'avoir une meilleure vision aussi des personnes avec qui tu peux collaborer. Et Solène, de ton côté, du coup, côté média, quels sont tes interlocuteurs principaux? Alors moi, j'en ai beaucoup. Déjà, dans le service com de l'équipe, par exemple, quand ma collègue qui s'occupe des partenariats, par exemple, quand elle a signé un partenariat, quand, par exemple, l'équipe est partenaire l'année dernière de Rock en scène, le festival, on a fait un petit communiqué de presse pour dire que l'équipe est partenaire de Rock en scène, ou quand l'équipe s'est allée à la montagne cet hiver, pardon, tous les moniteurs de ski avaient le logo RMC parce que on était partenaire de l'ESF. Donc là, il faut faire des communiqués de presse. Après, ça peut. Donc voilà, ma collègue qui s'occupe des partenariats. Après, j'ai ma collègue de la pub. Là, on avait fait une campagne. Là, on va faire pas mal de campagnes de pub pour la promotion de l'équipe en vue de l'Euro et des jeux. Du coup, c'est faire un communiqué de presse pour annoncer notre campagne de pub à destination de la presse média comme Stratégie, CB News.
Et ensuite, en interne, j'allais dire tout le monde, parce que, par exemple, c'est le directeur de la chaîne L'équipe, je suis en contact quotidiennement avec lui, parce que c'est lui qui me dit, tiens, demain, on fait une journée spéciale sur la chaîne L'équipe pour la liste des Bleus, donc je suis en contact avec lui, ou bien le journal, ils me disent, demain, on a une interview exclusive de Zizou. Ce n'est pas le cas, hein, ne vous inquiétez pas. On a une info croustillante. Dommage. Voilà, ou c'est bon, on a Mbappé comment dire, en interview qui dit qu'il va au Real, etc. C'est pas le cas non plus. Mais en tout cas, si voilà, chaque rédacteur chef de chaque rubrique du journal, s'ils ont une interview exclusive, ils m'appellent et moi je fais un communiqué de presse, je préviens les médias comme quoi demain dans l'équipe, il y a tel et Mbappé tel à l'OL. sujet. À Mbappé à l'OL, exactement. Voilà. Et voilà, donc en fait, mon périmètre est vraiment hyper large. Là, ça peut être aussi le service photo de l'équipe parce qu'on a lancé un concours photo amateur et pour les professionnels. Et ben, c'est le rédacteur en chef photo du groupe L'équipe qui est venu me voir. Et ben, il faut que je fasse un communiqué de presse, que je fasse la promotion de son concours photo. Donc, c'est vraiment très large. En interne, c'est vraiment tout le monde, j'allais dire. Ça peut être aussi la présidente, Madame Amaury, Aurore Amaury, qui a besoin d'aide pour la communication, qui doit, en tout cas peut-être pour la com interne, qui doit faire passer un message. Et ben, je suis en contact avec elle. Ce qui est génial, je trouve, dans mon métier, c'est que je parle à tout le monde, que ce soit du simple, alors j'aime pas dire ça, mais vraiment du journaliste classique, etc., jusqu'à la présidente du groupe L'équipe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite aussi, le groupe L'équipe, donc ça appartient au groupe Amaury. Et dans le groupe Amaury, il y a le côté ASO, Amaury Sport Organisation, où c'est là, c'est eux qui organisent le Tour de France, le marathon de Paris, plein de courses, le Dakar. Et ben, il y a des passerelles, des synergies. Par exemple, là, le Dakar, il est diffusé sur la chaîne L'équipe. Eh bien, on est amené à travailler avec ASO. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de collègues. Et à l'externe, c'est à peu près tout, pareil, tous les rédacteurs chefs, tous les patrons de chaque titre de presse ou de chaînes de télé ou bien des médias digitaux et aussi l'influence. Je travaille beaucoup avec mon collègue qui gère l'influence chez nous parce que voilà, quand on organise des voyages de presse, maintenant, c'est évidemment obligatoire de mélanger la presse et les influenceurs. Donc voilà, j'ai cette chance-là de vraiment de côtoyer plein de gens de différents services. En fait, c'est dès qu'ils ont besoin de moi pour faire la promotion, quel que soit le sujet, on vient me voir. C'est hyper intéressant. Hein. Une vision 360. Exactement, tout à fait. Et ça va même vu que je m'occupe de la com interne, ça va même, par exemple, la semaine dernière, j'avais une commission cantine à vraiment le bien-être des salariés pour la cantine. Mais en même temps, c'est ça que exactement. Mais en même temps, c'est ça que j'adore, de passer de la commission cantine à dealer un énorme article dans les Échos pour l'équipe. C'est ça, et du coup, ça ponctue une journée et la journée n'est jamais la même, quoi. Ouais, tu t'ennuies jamais. Absolument pas. Ok. Alors, il y a une question qu'on nous pose très souvent. C'est une question autour des salaires. Est-ce que vous, alors évidemment, ça va dépendre de plein de choses, mais est-ce que vous pouvez peut-être éclairer un petit peu les futurs étudiants sur les salaires auxquels ils peuvent prétendre après l'ESP? Alors évidemment, c'est des fourchettes, hein, mais est-ce que vous pouvez peut-être dire un petit mot là-dessus? Moi, je pense que ce que tu as dit en préambule en disant qu'on tourne autour de 30K, enfin, en tout cas, après, ça dépend évidemment de plusieurs secteurs, que ce soit l'ERP, chez l'annonceur, ou en agence, ou community manager, ou... En fait, aujourd'hui, tellement que la com est éclatée avec plein de nouveaux métiers, etc., c'est vrai que les salaires sont aussi éclatés. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Corentin, mais c'est tellement compliqué de donner une fourchette, mais je pense que ce que tu as dit, effectivement,
30, c'est pour commencer, oui, mais après, enfin, ça dépend de tellement de choses. Moi, je dirais qu'il faut se battre, en fait, pour avoir un bon salaire. Et, euh, et voilà. Et après, oui, après la com, euh, comment dire, il y a Les tellement de métiers, opportunités. des opportunités, des trucs que, en fait, et puis de toute façon, enfin voilà, il faut pas se cacher, c'est en changeant de boîte qu'on fait des gaps salariales. Enfin, moi, c'est vraiment en changeant de boîte que j'ai fait mes plus gros mes plus beaux gaps. Donc, en fait, voilà, on commence avec une base, mais après, il faut avoir l'objectif de, voilà, de savoir bouger et de savoir bien négocier, quoi. Corentin, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur la partie plutôt côté agence en tant que junior et après, voilà, éventuellement en évoluant un petit peu aussi sur d'autres postes. Alors, en agence, effectivement, ça va beaucoup dépendre des profils. Alors, il y a une règle qui est commune sur à peu près tout le marché du travail. Très souvent, c'est plus votre profil il est recherché, plus il vaut cher. Mm. En communication, par Tout, ouais. exemple, un community manager aura peut-être un peu plus de mal à négocier son salaire qu'un data scientist. C'est quelqu'un qui fait de la data parce qu'il a un profil très particulier, ils sont très peu sur le marché. Du coup, eux, ils ont des salaires qui s'arrachent à prix d'or. Il y a voilà. Donc, il y en a qui gagnent très très bien, très jeunes, et puis effectivement, il y en a d'autres qui ont des profils un peu plus communs. C'est pas grave. Souvent, ça s'équilibre, quoi qu'il arrive. Déjà, avec souvent, les salaires de départ sont pas toujours les mêmes, mais ça a souvent tendance, en tout cas pour le milieu des agences que je connais un peu plus. Mais au global, j'ai l'impression que c'est un peu le cas partout. Ça s'équilibre avec la montée en seniorité. Mm. En fait, des gens qui vont commencer souvent plus haut, ou alors qui vont avoir des métiers qui montent plus vite, souvent vont avoir un moment où ça va un peu plus stagner. Et en fait, quand vous arrivez sur des postes de direction, très souvent, les salaires sont plutôt homogènes un peu partout. Il y a quand même des secteurs qui payent un peu mieux que d'autres. Pour le coup, moi, j'aime tellement le SP que j'y suis prof maintenant. Donc, Ah donc je peux oui. vous dire un peu ce que je vois de mes étudiants. Et moi, j'ai des étudiants, effectivement, qui gagnent quasiment aussi bien que moi alors qu'ils sont encore alternants parce qu'ils travaillent dans des milieux très particuliers. Je pense à notamment la banque, par exemple. Mm. Certaines boîtes dans les vins et spiritueux payent très, très bien. C'est connu, c'est comme ça. C'est ce que Pas j'allais dire, forcément ça c'est connu. La banque, la banque, oui. La banque, la il n'y a pas que banque. ceux qui sont dans la finance. Même dans la com, pour le coup, ils payent Ah bien. bah oui, mais Est-ce que c'est le tu peux secteur nous donner banquier des Alors, fourchettes, du enfin, en tout coup, cas en pour vous donner les exemple? fourchettes, effectivement, moi, pour ceux que je connais le mieux, en tout cas pour les agences, Mm. ça a beaucoup bougé en gros, depuis la partie guerre en Ukraine, post-Covid, etc., parce qu'il y a beaucoup d'inflation, donc tous les salaires sont remontés un petit peu de 2-3 000 euros en entrée. Aujourd'hui, sortie de SP, par exemple, avec 2 ans alternance, il y a une époque où on proposait 28 000 euros bruts en entrée. Aujourd'hui, on va être entre 30 et 35, voire même avec l'alternance, on peut être entre 32 et 35. On se parle uniquement de la région parisienne. Évidemment, Mm. c'est moins ailleurs, parce que le niveau de vie, les loyers aussi sont pas les mêmes. Donc, il faut savoir aussi ça, hein. En région parisienne, on est mieux payé qu'ailleurs. Donc, si vous habitez en dehors et que vous venez juste à l'ESP pour les études, ça fera pas la même chose si vous voulez rester dans la ville où vous êtes. Donc, c'est à peu près les salaires. Et après, il y a des endroits, par exemple chez nous, les traders, comme dont je parlais un peu plus tôt, ont des salaires qui vont monter très vite. Ils vont monter très très vite en responsabilité. Ils vont grimper très vite en hiérarchie. Par contre, ils vont arriver très vite à un gap où, bah, en fait, ils vont grimper un, 2, 3 échelons. Puis en fait, après, le poste du dessus, il faut attendre 10 ou 15 ans d'expérience avant de pouvoir le choper. Donc, ils vont un peu plus stagner. Et inversement, moi, je suis là dans un côté conseil, donc la relation client, il y a beaucoup plus d'échelons, que ce soit pour les questions d'études d'agence, et du coup, c'est une progression qui est un peu plus linéaire, où on va grappiller d'échelon en échelon. Puis ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est 30 à 35 ou 32 à 35 selon votre profil. Effectivement, encore une fois, hein, l'alternance, c'est un bon moyen de négociation. C'est que les salaires, ça se négocie toujours déjà, dès le premier, dès l'alternance d'ailleurs. Moi, je vous encourage à... C'est quelque chose que souvent les étudiants hésitent à faire, mais dès votre alternance, un salaire, ça se négocie, puis ça se renégocie tous les ans. Si vous avez des objectifs, vous les atteignez, puis vous retournez voir votre patron pour lui demander une augmente tous les ans, ça se fait. Je vois qu'Eritor Schmidt est est dedans, donc peut-être que je donne des mauvaises idées à ces salariés qui écoutent. Mais tous les ans, on renégocie son salaire, donc c'est aussi comme ça qu'on progresse en changeant d'entreprise, etc. Et puis après, ces 30-35, effectivement, vous allez avoir des secteurs, effectivement, où ça gagne un peu plus. Donc effectivement, la banque. Et globalement, on a une manière de classifier un petit peu. Alors, c'est très vulgarisé, mais c'est pas exactement vrai. Souvent, ce qu'on dit, c'est que généralement, là où on gagne un petit peu moins, c'est en agence.
parce qu'il y a des phénomènes de marché qui font qu'il y a beaucoup de pression pour que les agences soient rentables. C'est très compliqué pour les agences d'être rentables, donc forcément, c'est très compliqué de payer des salaires mirobolants. Mais d'un autre côté, on a plein d'autres avantages qui sont très cool, et peut-être qu'on y reviendra. Ensuite, souvent, on dit qu'un peu au-dessus, il y a les médias, donc les régies publicitaires, etc., donc les groupes comme l'Équipe, par exemple, ou TF1, ou plein d'autres. Et puis après, il y a les annonceurs, et là, par contre, c'est vrai que d'un secteur à l'autre, comme on le disait, la banque, on s'est reconnu pour payer très bien, les grosses entreprises industrielles sont connues pour payer très bien, les Thales, etc., qui accueillent, je crois, d'ailleurs, je crois que Thales et la banque, tous les ans, on a des étudiants qui y sont. Et puis, il y a des annonceurs qui payent un petit peu moins bien. Donc c'est à voir, mais il faut jamais oublier que ça se renégocie. En fait, le salaire de départ, il n'est pas fixé à jamais. Il se renégocie tous les ans, en changeant de boîte, en changeant de compétences, en se formant, il bouge. Ok, bah merci beaucoup à vous deux pour ces précisions. On va faire un petit bond en arrière pour revenir à vos années étudiantes. Alors, quand vous nous avez parlé de vos parcours, vous nous avez un petit peu expliqué pourquoi le choix de l'ESP. Donc, on va pas forcément trop s'attarder là-dessus. On va plutôt parler de ce qui vous a marqué pendant vos années à l'ESP. Voilà, quels sont les enseignements que vous avez tirés et surtout, en fait, ce qui vous sert encore aujourd'hui. Du coup, moi, bon, ça date, hein, c'était il y a 17 ans. C'était hier, c'était hier. C'était hier, exactement. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, et c'est pour ça que je suis allée à l'ESP, c'est parce que moi, je voulais vraiment du concret, être sur le terrain. Et à l'ESP, c'était vraiment les compétitions, les études de cas. Et le fait vraiment d'avoir des compétitions quasiment, enfin, plusieurs par an. Et Je te coupe un instant, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer oui, ce qu'est une compétition. En fait, une compétition, c'est un projet très concret. En fait, c'est un appel d'offres donc, qui est lancé par un client et les étudiants vont se mettre en groupe pour y répondre. Donc, ils vont avoir 1 ou 2 semaines pour construire une recommandation qu'ils vont présenter devant le client. Donc, c'est vraiment, ça se passe comme ça dans le monde les du vraies annonces, restaurant. quoi. Voilà, Ouais. c'est très, très concret. Et c'était vraiment, c'était vraiment génial parce que du coup, c'était par groupe. Il fallait qu'on crée notre agence. En fait, il fallait qu'on crée notre agence de pub. Et il fallait qu'on choisisse un nom et qu'on fasse toute la strate. Et qu'à la fin, donc pendant une semaine, mais c'était 24 heures sur 24. On était des petits groupes de 6 ou de 10 et on vivait ensemble pendant une semaine pour monter une strate de com, une strate de pub, des idées, etc. Et chaque personne, enfin moi, en tout cas, je me rappelle, il y avait quelqu'un, bah, moi, ici, bah, moi, je m'occupe de la création, moi, je m'occupe du budget, tout ça. Donc, chacun avait sa propre mission en fonction de ses affinités. Et bah, moi, du coup, je voulais faire aussi un peu des RP, des choses comme ça. Donc, je dis, bah, moi, je vais faire le communiqué de presse, etc., ou chef de pub. Et on vivait pendant une semaine tous ensemble. Et à la fin, même si on était très épuisés, tout ça, mais quel plaisir de défendre notre projet devant des gens qui étaient en agence ou chez l'annonceur et d'avoir des vraies personnes en face de vous et ils étaient là, puis 2 heures plus tard, ils étaient dans leur agence avec des vrais clients. Et surtout, c'était génial de présenter ça. Et donc, ça nous apprenait aussi à parler en public, d'expliquer, de défendre nos idées, nos projets. Et surtout, enfin, moi, j'avais en tête, c'est de me dire, bah, il faut que je me démarque parce que potentiellement, c'est des futurs recruteurs, en fait. Et du coup, si on gagnait, si on voyait ça, eh ben, on disait, ah ben tiens, peut-être elle est pas mal pour ça. Et toujours dans l'objectif de dire, il faut décrocher un job aussi, quoi. Au-delà aussi de décrocher le trophée de l'agence d'avoir gagné, parce que c'était vraiment chouette, mais c'est de dire potentiellement plus tard, et ben, si je le rappelle dans 2 ans en disant, je suis Solène de l'agence X à l'ESP et d'avoir gagné la compétition et tout ça, c'est chouette. Et ce qui était encore mieux, quand le client disait, OK, cette idée-là, je vais la prendre. Et là, mais comment dire, je sais pas, quelle apothéose en fait. C'était une jouissance inouïe qu'un client dire, OK, moi je suis juste élève, dise, OK, cette idée-là, c'est top. Et c'est ça que à l'ESP qui m'a marqué et que j'ai vraiment adoré à l'ESP, c'est d'être vraiment dans le vif du sujet, dans la compétition et surtout à chaque compétition de travailler avec d'autres personnes
Et pour la petite aparté, ma meilleure amie aujourd'hui encore, je l'ai connue dans une compétition. Et du coup, voilà, c'est vraiment, on s'est connus lors d'une compétition et voilà, on est toujours amis. Donc, les compétitions, c'est vraiment quelque chose de formidable, d'épuisant, il ne faut pas se le cacher, mais une adrénaline extraordinaire. Et la deuxième chose, moi, qui m'a marqué, évidemment, c'est la qualité des intervenants parce que c'est tous des professionnels et enfin, voilà, c'est tous des professionnels qui ont multiples métiers, multiples choses et aussi, je vais me souvenir, pardon, c'était avant d'aller sur le marché du travail, on avait des coachings de recrutement et en fait, on nous préparait l'accompagnement voilà, on passait des faux entretiens d'embauche et du coup, avec des professionnels. Et ça nous a vraiment aidé à préparer les futurs comment dire, entretiens d'embauche. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et aujourd'hui, on a une équipe, dans chaque campus, on a des équipes qui sont dédiées donc, aux relations entreprises et qui vont accompagner nos étudiants. Donc que ce soit dès le début de leur cursus pour la recherche de stage ou d'alternance, mais ce suivi en fait perdure jusqu'à donc 6 mois après la remise des diplômes pour accompagner nos jeunes diplômés. Donc c'est aussi effectivement important. Alors je fais une toute petite parenthèse puisqu'on a eu une question dans le chat. Donc en fait, on a quelqu'un qui nous demande si le salaire diffère en fonction du diplôme obtenu. Donc c'est vrai que en fonction du diplôme, enfin c'est pas vraiment forcément en fonction du diplôme, mais c'est vraiment en fonction de la filière choisie. C'est un petit peu, je rebondis sur ce que disait Corentin, ça va voilà vraiment dépendre des métiers derrière. Si on fait de la direction artistique, si on est chargé de communication chez l'annonceur, c'est ça aussi qui va faire varier le salaire. Et évidemment, par contre, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'alternance est un vrai plus en fait demain quand vous arrivez en entreprise pour négocier votre salaire. Et en fait, c'est vraiment ça surtout qui va le faire varier au-delà du. Ouais. Et sur les diplômes, il y a effectivement le travail qu'on prépare. Il y a une petite vérité quand même aussi qui est que généralement les gens qui sortent d'école ont tendance à un peu mieux gagner que les gens qui sortent des universités. Alors souvent c'est la raison, c'est que les écoles souvent elles se finissent plus souvent avec de l'alternance. C'est peut-être en partie la raison. En tout cas, on a pu observer que ça se passait beaucoup. Et puis après, s'il y avait une question du niveau de diplôme, je sais pas si c'était ça aussi dans la question, mais effectivement, on a une fâcheuse habitude dans la pub à tous avoir bac+5, à tous sortir de master 2. Et effectivement, ça par contre, au-delà du niveau de salaire qui change, c'est devenu presque quasi obligatoire dans nos métiers. C'est très rare d'avoir des profils qui sont recrutés avant, sauf cas exceptionnels, des gens qui seraient très bons ou en reconversion, etc. Mais ça, effectivement, mais comme beaucoup de métiers, le fait d'aller jusqu'à la fin du master a beaucoup d'impact sur la rémunération. Oui, merci pour tes précisions. Du coup, on revient sur vraiment ce qui vous a marqué à l'ESP. Corentin, est-ce que tu veux peut-être un petit peu nous parler de ton expérience? Ouais, alors moi, ce qui m'a marqué à l'ESP, alors sur les profs, je suis assez d'accord parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'avait manqué en DUT et qui a fait que je suis parti en école et précisément à l'ESP. C'est que je me suis retrouvé, je me souviens de cours de DUT sur les réseaux sociaux où je me rendais compte que j'étais plus calé que mes profs et on était plusieurs dans la classe à être plus calé que la prof, qui était une enseignante chercheuse et qui elle n'utilisait pas les réseaux sociaux pour faire de la pub. C'était un sujet d'analyse pour elle. Et ça me manquait parce que moi, je voulais pas me former à faire de la recherche. Je voulais me former à avoir un boulot sans CDI dans une entreprise. Et en école, j'ai trouvé exactement ça. J'ai trouvé des gens dont le fait d'être prof n'est pas le métier. Je veux pas dénigrer les enseignants-chercheurs, beaucoup de respect pour les gens qui font de la recherche, mais moi, ce qui me correspondait, j'ai trouvé des gens que c'était le métier, qui pouvaient me partager leur quotidien. Parce qu'en fait, il y a les cours qu'ils donnent qui, a priori, sont toujours le plus à jour qu'on puisse, puisque c'est des gens qui vivent ça au quotidien. Ils voient les innovations arriver, les changements dans le marché, dans les outils, dans les prix, dans plein de choses. Le milieu évolue et on a des profs qui évoluent avec. Donc on a toujours les connaissances qui sont un petit peu au top de l'actualité. Dans un marché qui bouge beaucoup, c'est très important. Et après, il y a tout le à côté.
que moi je retiens beaucoup sur le fait qu'avec nos profs, on pouvait facilement parler de salaire, de journée, de beaucoup de choses parce que de beaucoup d'à côté du métier qui n'étaient pas du cours vraiment, mais qui étaient de l'apprentissage sur ce qu'allait nous attendre à la sortie un petit peu. Et puis après, le côté, et ça amenait aussi un côté très humain parce qu'en fait, nous étant alternants et eux étant profs, on avait quand même une proximité. On était souvent presque traités par nos profs comme des collègues. Ça change beaucoup du lycée ou du BTS, où il y a vraiment une relation prof-étudiant qui est particulière. À l'ESP, on a un peu moins ça parce qu'en fait, on vit un peu le même quotidien. C'est-à-dire que les étudiants, on retournait en cours, mais en fait, nos profs aussi, la journée, ils retournaient en cours, et puis après, le lendemain, ils étaient de retour dans leur boîte, comme nous finalement. Et on trouvait du coup aussi chez ces profs un côté humain très important avec lesquels on pouvait relationner. Quand ça allait pas, quand ça va pas dans une alternance, il y a des profs avec qui on pouvait avoir de l'affinité, avec qui on pouvait décrocher le téléphone et salut, je suis perdu dans mon alternance, est-ce que je pars parce qu'on me propose mieux ailleurs, est-ce que je dois prendre telle offre ou telle offre, on me propose sans salaire, est-ce que je renégocie, et c'est des choses que je me serais jamais vu demander en DUT, à l'université, à des profs que j'avais. Et là, comme j'avais des profs qui avaient eu les mêmes parcours que moi, qui connaissaient le milieu, etc., et qui étaient des professionnels, on a pu avoir ce côté très humain qui crée un lien très facilement. Et ça, c'est un truc qui permet d'apprendre beaucoup et d'intégrer surtout énormément de savoir-être, c'est-à-dire de comportement, au-delà du savoir-faire qu'on peut acquérir. Donc ça, c'est hyper important. Et puis le dernier truc que je retiens, c'est au-delà des compétitions, c'est les prises de parole. Mhm. En fait, on n'a jamais, je me souviens qu'on a très rarement, j'ai très rarement été forcé à l'ESP de prendre la parole pour défendre des projets. On fait beaucoup de projets de groupe et on n'était pas toujours obligé de tous prendre la parole. Déjà pour des raisons de praticité, parce qu'il y a un moment, faire tenir 10 minutes sur 8 personnes différentes, c'est un enfer. Et donc du coup, quand il fallait choisir qui prenait la parole, en fait, ça a beaucoup été au volontariat, c'est-à-dire que en fait, ceux qui veulent s'exercer, prendre la parole et essayer de prendre la parole en public peuvent le faire. Ceux qui ont besoin de plus de temps peuvent aussi retarder un peu plus. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que c'est une des compétences primordiales aujourd'hui que j'ai, et je l'ai appris à l'ESP parce que j'ai eu plein d'occasions de prendre la parole pour défendre mes idées. Et aujourd'hui, c'est mon boulot au quotidien. Et si j'arrive à le faire pas trop mal a priori, puisque a priori je suis encore en poste, c'est en bonne partie parce que à l'ESP j'ai pu avoir toutes ces occasions de m'exercer, à développer une idée, à improviser, à parler, etc., etc. Donc je pense que ouais, le côté humain, la prise de parole et les pros et le fait d'avoir des pros comme prof, c'est un bon, c'est des choses que je retiendrai. Ouais. Alors, on va continuer ensuite. Je vais si tu pouvais nous parler peut-être de projets. Avant ça, je fais juste une petite parenthèse puisqu'on a une question de Caroline dans le chat. Donc, en fait, on voulait préciser que tout à l'heure, quand on parlait de négociation salariale, c'est évidemment pas pendant l'alternance où le salaire pendant l'alternance, lui, est vraiment défini par une grille. Mais par contre, voilà, quand on parle de négociation, c'est ensuite quand on sort de l'école. Alors, bien évidemment, dans toutes les entreprises, il y a des grilles, mais derrière, on peut évidemment négocier, puisqu'en fait, ces grilles, ce sont aussi des tranches, donc on peut évidemment négocier son salaire. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre à Caroline. Donc Corentin, donc est-ce que tu peux nous parler d'un projet ou d'une compétition peut-être qui t'a marqué à l'ESP? Oui, alors j'en ai une en tête qui était en Master 1. Je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle était très orientée sur les médias. Et du coup, ça m'a un peu parlé. C'était une compétition pour But, donc les magasins d'ameublement, qui fêtaient, je crois à l'époque, ça devait déjà être leur 50e ou 60e anniversaire. C'était beaucoup. Et en fait, pour leur anniversaire, et particulièrement on tombait sur un chiffre rond, fallait organiser une très grosse campagne pour attirer beaucoup de gens dans les magasins But parce qu'il allait y avoir des grosses offres de promotion, etc. Donc là, l'idée, c'était de faire un gros temps fort commercial, attirer plein de gens et puis générer plein de ventes de meubles. Et du coup, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en face, il y avait eu du coup au moment du brief, donc au début, pour nous présenter le projet et les consignes, on avait vraiment l'agence média de But qui était venue nous présenter. Donc c'était l'agence Repeat à l'époque et je crois que ça l'est toujours.
avec des personnes qui nous ont super bien présenté, etc., qui nous ont vraiment motivés pour faire ce projet-là, et puis qui étaient là pour nous juger aussi à la fin. Avec du coup des responsables de la communication de chez But, des responsables médias, qui étaient venus en personne, qui s'étaient déplacés pour entendre des petits gringalets de Master 1, un peu penauds avec leur micro, devant un amphi, expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient fait telle idée, etc., etc. Et c'était super important pour nous d'avoir de pouvoir présenter notre travail devant ces gens-là, puis d'avoir des retours de professionnels qui sont un peu différents de nos profs aussi, parce que là, ça les concerne directement. On n'est pas du tout sur du cas fictif, on est vraiment sur un cas qui avait été envoyé à l'agence, sur lequel l'agence avait planché, sur lequel ils avaient investi de l'argent. Donc nous, on recevait le même brief, et surtout, on pouvait avoir des retours vraiment sur leurs vraies attentes. Là, c'est trop à côté, ça, c'est pas assez réaliste, ça, c'est bien, mais c'est un idéal, nous, on n'est pas prêt à y aller parce qu'on est trop sage, peut-être. Des fois, ça peut être ça aussi, on est trop sage pour cette idée-là. Ou alors, à l'inverse, c'est pas assez osé, etc. Et ces retours-là, ils sont hyper importants pour nous, et c'est hyper valorisant d'avoir un professionnel en face qui, quand vous êtes en master, qui vous parle comme si vous étiez vraiment son prestataire, etc., et qui vous juge comme il jugerait son professionnel. Ça fait beaucoup de bien déjà à l'ego, on va pas se mentir, parce qu'on est traité vraiment comme un professionnel à ce moment-là. C'est impressionnant. Et puis surtout, c'est hyper enrichissant, parce qu'on apprend énormément de choses en un temps très court. Et puis en plus, c'était une belle marque. But, c'est quand même, je crois que c'est de mémoire, je crois ils sont encore numéro 2 sur le marché français, je les ai à Ikea. Ça reste, c'est des gros et des beaux projets. Mais ça, c'est toutes les compétitions, c'est que des très belles marques, très beaux annonceurs. Et ce que tu as comme exemple, ça va pour toutes les compétitions. C'est pas, il y a que des, par exemple, pour n'importe quelle compétition, il y a les gens qui travaillent dans la marque ou les annonceurs. C'est vraiment que des professionnels ou l'agence média, etc., du brief. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus de l'ESP, c'est ce côté où tu es en face de pro, quelle que soit la compétition, si c'est fictif ou pas fictif. Enfin, voilà, alors, là, But, c'était vraiment leur anniversaire, 50 ans, il y avait un vrai brief et ça, mais ça aurait pu être aussi pour tous, hein. But. Comment? Je dis pour tous, moi je retiens juste celle-là parce que j'étais en finale. Bah voilà, ce que tu as gagné, super, bravo. Mais disons que toutes les compétitions sont sur le même principe que tu viens d'évoquer avec But. Et c'est ça le plus de l'ESP. C'est aussi sa capacité à l'école d'avoir un réseau énorme, hyper important dans tous les secteurs et des très, très, très belles marques et des professionnels qui viennent nous écouter et nous donner des conseils. Et comme tu l'as dit, ça on prend pas, ça bravo, mais malheureusement pour la marque, elle est comme ça. Et quand un professionnel dit, ça, j'avais pas pensé. Et comme tu as dit, nous, des petits masters, on a eu l'idée que même eux, ils ont même pas eu l'idée. Là, c'est gagné, quoi. C'est beau. Exactement, c'est beau. C'est de belles expériences en tout cas. On va bientôt conclure ce live. Avant de terminer, moi je voulais savoir si vous aviez peut-être des conseils à donner aux étudiants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire avant qu'on termine ce live? Pour moi, c'est vraiment d'être curieux et de tester plein de choses parce que l'opportunité de l'ESP, c'est d'avoir beaucoup de choses, de l'alternance, des stages, donc tester plein de choses parce que vous voyez via les compétitions, et je sais, je répète avec les compétitions, mais pour moi, c'est vraiment un atout essentiel et on voit plein de métiers. Et du coup, n'ayez pas peur de faire plein de stages dans différentes entreprises ou filières de la communication, parce qu'il y a vraiment beaucoup de métiers dans la com, et aussi peaufiner bien votre réseau. Le réseau, il se fait dès maintenant, à votre âge, dès que vous arrivez à l'ESP, mais surtout d'être curieux et le réseau, c'est important. On ne se rend pas compte à 20 ans ou à 18 ans ou à 21 ans, mais quand on veut, c'est
tellement précieux et quand on a envie de rester dans cet univers-là, le réseau joue et voilà, son carnet d'adresses, mais c'est surtout vraiment d'être curieux et de tester et si vous commencez un stage et que ça ne vous plaît pas, eh ben, n'ayez pas peur à changer pour faire d'autres choses parce que et l'ESP est aussi là, comme on a dit tout à l'heure, d'accompagner les étudiants dans ça et avec tout son réseau, voilà, il y a pas mal d'offres qui tournent aussi au sein du réseau l'ESP. Donc, n'ayez pas peur vraiment de faire pas mal de métiers en vos stages et ça vous sera jamais reproché parce que vous pouvez le défendre comme quoi, eh ben, en fait, dans chaque stage, j'ai eu des expériences, je me suis nourrie de ça, et bien au contraire, ça montre une personnalité de vous voilà, vous vous nourrissez et, euh, et ce sera toujours bénéfique, bien au contraire. C'est vrai. Je fais une petite parenthèse pour une question. On revient sur les compétitions. On nous demande si pendant les semaines de compétition, les filières sont mélangées. Donc tout à fait, et c'est justement ça aussi la force des compétitions. C'est vraiment comme dans une agence, on va travailler en fait avec d'autres profils, avec des gens qui sont plutôt sur du média, avec des gens qui sont plus spécialisés sur de la créa. Et en fait, c'est aussi voilà, de venir apporter son expertise et en même temps de découvrir un petit peu les expertises des autres, parce que après voilà, c'est aussi comme ça qu'on trouve, c'est à travers les compétitions qu'on va aussi comment dire, trouver comment notre talent peut se révéler et là où voilà, là on va être pertinent. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est effectivement de travailler avec d'autres filières. Et d'ailleurs, on a certaines compétitions où les niveaux sont mélangés aussi, donc du P3 au N2. Donc voilà. Corentin, je te laisse la parole aussi. Est-ce que voilà, toi, tu as des conseils à donner aux étudiants? En fait, Solène, elle a donné le meilleur conseil, c'est la curiosité, parce que si moi j'ai le métier aujourd'hui, parce que j'ai le métier que je fais aujourd'hui, et je pense que j'arrive à bien le faire, parce que j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas marché avant. J'ai voulu être community manager, je me suis aperçu que j'étais pas bon là-dedans, c'était pas mon truc, j'arrivais pas. Voilà, c'est bête, mais il faut avoir plein d'idées, et je suis pas quelqu'un Donc, qui ton arrive à avoir talent était ailleurs. plein d'idées tout le temps. Et c'était pas là où j'étais bon. J'ai essayé d'être commercial, c'était catastrophique. Je suis le pire que l'agence ait vu sur cette année-là. J'étais pas bon non plus. Mais à côté, j'ai appris à chaque fois plein de choses. Des à côté, même sur les trucs où j'étais pas bon, en discutant avec des collègues, etc. J'ai essayé de prendre des voix d'autres. J'ai laissé des hasards venir aussi. Des rencontres où je me suis bien entendu avec une personne et où je me suis dit, bah tiens, ça vaut le coup de tester. Et, en fait, à force de tester des trucs, ben, on se rend compte qu'on découvre plein de disciplines avec lesquelles dans lesquelles on va pas travailler, mais avec lesquelles on travaille. Parce que dans la communication, on travaille très souvent dans son milieu, mais en fait, il y a toujours des choses qui vont intervenir qui sont pas notre spécialité, mais c'est des gens avec qui il va falloir discuter. Je veux faire une grande campagne sur Facebook pour envoyer du trafic sur mon site. Ben, en fait, il faut que j'ai un petit peu de connaissance de comment ça se monte un site. C'est quoi qu'il y a derrière en termes de parcours, etc. La création que je vais mettre en avant, ben, qui c'est qui l'a fait, comment il l'a fait, pour mettre quel message, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle va pas être efficace. Toutes ces choses-là, c'est des gens, c'est pas votre métier, mais en fait, c'est l'intérêt de l'ESP notamment, c'est qu'on va avoir une espèce de pluridisciplinarité. Vous allez rencontrer plein de gens avec plein de profils différents, que ce soit via les compétitions, via vos expériences professionnelles. Discutez avec ces gens, échangez, apprenez à les connaître, apprenez ce qu'est leur travail, comment ils le font. Apprenez pas à le faire, parce qu'a priori, si c'est pas votre spécialité, c'est pas là où vous serez bon. Mais apprenez comment fonctionnent les gens autour de vous et gardez-les proches de vous, parce que ils vont évoluer aussi, vous allez évoluer, vous allez vous retrouver très souvent, encore une fois. Et vous grandirez vraiment dans votre professionnel en apprenant des autres et en apprenant des gens qui y a autour de vous. Parce que c'est ça qui fera le plus de votre profil. Vous serez peut-être pas le meilleur, vous pouvez être le meilleur dans votre spécialité. Si en plus, vous savez comment marchent les autres, vous aurez un profil, vous aurez vraiment un profil qui déchire et vous pourrez aller très loin. Très bien. On a une petite question pour toi, Corentin. On a Clémence qui nous demande, donc, une petite question pour Corentin. En ce qui concerne les grandes agences de com, est-il difficile de rentrer? Quels sont tes conseils pour y rentrer? Donc, ça reboucle un petit peu avec ce que tu disais aussi sur le profil.
Peut-être l'alternance aussi. Enfin, je sais pas je pense que c'est aussi important quand on vise ce type d'agence, c'est aussi l'expérience professionnelle. Enfin, Ouais. je te laisse y répondre. Alors, il y a plusieurs choses. C'est valable pour beaucoup de métiers, mais ça l'est valable dans la communication aussi, et notamment dans les grandes agences. Tout ce que vous faites sur votre temps libre peut beaucoup jouer. Vous avez monté un blog, vous travaillez en freelance, vous faites de la com pour une asso. Tout ce genre de choses, déjà, c'est des trucs qui sont ultra valorisés. Et pas que en grande agence, hein, dans les grandes entreprises aussi, hein, pour le coup. Ça va vous ouvrir énormément de portes quand vous sortez avec quelqu'un, y compris qui a fait de l'alternance, mais que vous dites, en plus, moi, je faisais du free à côté, ou moi, je faisais la com d'une asso, ou alors j'ai refait le site web de ma tatoueuse, ce qui était mon cas pour le coup. Juste ces petits trucs-là, c'est pas effectivement, vous bossez pas pour Garnier, vous bossez pas pour EDF, mais c'est des petits trucs qui montrent que vous avez envie, que vous cherchez à développer vos compétences et à faire des choses. Et ça, les écoles sont très preneurs. Alors effectivement, à la différence du côté curieux, très souvent, les agences, elles aiment bien des gens qui viennent de gros annonceurs ou de grosses agences. Donc essayez peut-être dès vos alternances, dès vos stages, de tester des grandes entreprises. Ça peut faire peur là au début les grandes entreprises parce que ça fait fourmilière, il y a plein de monde, etc. Mais en fait, ça vous apprend une rigueur, des cadres, etc. que vous allez retrouver dans les grandes écoles. Donc très souvent aussi, ça va marcher. Et puis après, pourquoi pas tester de rentrer en agence. Moi, ce que je conseillerais, si vraiment l'objectif, c'est d'arriver chez un Publicis, un Havas, j'allais dire un gros RSCG. Je suis vieux, mais pas tant que ça. Donc un Havas, un Dentsu, un n'importe. Essayez de commencer peut-être aussi par des petites agences. Vous allez apprendre beaucoup dans les petites agences où vous allez être très couteau suisse et en même temps, vous allez être avec des profils qui sont quand même des profils d'agence qui sont très calés. Très à la pointe parce que en agence on est formé tout le temps aux nouveautés. Commencez par des C'est très petites agences. formateur, l'agence. C'est très formateur. Il n'y a rien de plus coupé, formateur que mais l'agence. Je le conseillerais à tout le monde, hein, clairement. Comment? Je le conseille à tout le monde. Moi, l'agence, pour moi, c'est moi ce qu'il y a de aussi. plus formateur pour débuter sa carrière et pour Pareil. apprendre très vite beaucoup de Pareil. choses. Complètement d'accord. Pour moi, en début de carrière, visez l'apprentissage de vos compétences le plus vite possible et pas le salaire en début. Aller en agence, c'est peut-être pas forcément ce qui paiera le mieux, mais c'est là où vous allez progresser avec d'une fulgurance. C'est impressionnant. Donc voilà les conseils. Faire des trucs à côté, essayer de rentrer le plus tôt en agence possible, y compris des petites agences. Et après, les grandes entreprises peuvent aussi aider parce qu'elles peuvent vous permettre de vous connecter à plein de gens et notamment vous serez peut-être pas en agence, mais vous pouvez être le client de l'agence aussi. Et ça vous donne un premier pas aussi pour comprendre comment ils fonctionnent, etc. J'allais y venir aussi, c'est vraiment, mais tu le disais tout à l'heure, Solène, c'est vraiment de soigner son réseau parce que voilà, lors d'une première expérience en stage, on peut peut-être avoir un client qui connaît quelqu'un et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et ça me permet aussi de rebondir sur la question de Noam qui nous pose une question donc, concernant les alumni donc, qui souhaitent s'orienter vers un Master 2 comme politique. Et qui nous demande donc si on a des alumni qui ont suivi ce parcours et complètement on a beaucoup d'alumni justement dans ce en tout cas qui travaillent actuellement dans le secteur de la communication politique. Ça peut être auprès de groupes politiques, ça peut être au sein du gouvernement ou vraiment d'entités locales. On a récemment fait un dossier dessus sur nos réseaux sociaux, donc faut pas hésiter à y jeter un œil et puis on peut évidemment se contacter en direct pour que je te donne plus d'informations. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, c'était très complet. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Et voilà, on pourra y répondre après ce live avec plaisir. Et merci beaucoup Solène, merci beaucoup Corentin. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup.